Bonjour, bienvenue à cette première table ronde. Quel beau parterre, on se croirait à Casablanca. En même temps, maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour tous vous avoir en même temps dans une manifestation. Il faut vous inviter à Paris, quoi. Alors, première table ronde avec ce sujet sur les relations économiques et commerciales entre la France et le Maroc. Alors, je voudrais d'abord vous présenter nos intervenants. Je ne vais pas commencer par vous, Elisabeth Guigou, je vais terminer par vous. Je suis désolé, je m'en excuse. Jean-Marie Grosbois, président de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Bonjour. Mohamed El Kettani, coprésident du Club des chefs d'entreprise France-Maroc et président directeur général d'Attijari Wafa Bank. Bonjour. Bonjour. Khalid Dahami, membre du conseil d'administration de la CGEM et président de la Fédération du commerce et des services. Bonjour. Bonjour. Et puis Elisabeth Guigou, présidente de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Il faut rappeler aussi que vous êtes née à Marrakech. C'est important. On vous écoute, vous allez rejoindre la tribune et puis ensuite il y a le débat avec les différents thèmes et on vous laisse. Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis. J'ai plaisir à retrouver ce matin. Je remercie bien sûr l'Institut du monde arabe de m'avoir convié à prendre la parole devant vous dans cette journée qui va être très importante. Et à la suite de Jacques Lang, je voudrais dire à quel point je suis heureuse que l'Institut du monde arabe devienne, au fond, se dédie au Maroc dans ce mois où nous avons inauguré cette magnifique exposition et vous avez cette journée évidemment si importante. Alors c'est bien que l'Institut du monde arabe devienne un lieu de fraternité euro-méditerranéenne, qu'il célèbre l'amitié franco-marocaine qui m'est particulièrement chère évidemment car, comme je le dis souvent, je me sens autant marocaine que française. Pour non seulement être née à Marrakech, mais y avoir passé au Maroc, à Marrakech d'abord, puis à Rabat, les 18 premières années de ma vie. Donc c'est évidemment le Maroc, mon pays de cœur. Alors en tout cas, nous avons aujourd'hui des bouleversements dans le monde arabe depuis l'hiver 2010. Et je crois que face à ces événements, nous avons besoin plus que jamais de resserrer les liens entre les deux rives de la Méditerranée. Pour nous, Européens, c'est à la fois un impératif moral, bien sûr, mais aussi une nécessité politique et économique. J'ai l'impression d'ailleurs que dans les chancelleries nationales, comme d'ailleurs dans les bureaux de l'Union européenne, les lignes commencent à bouger et on commence à comprendre et à prendre la mesure des défis communs que doivent relever l'Europe et les pays de la Méditerranée, du Nord comme du Sud en France. Et on commence à comprendre qu'il faut un engagement beaucoup plus fort que ce qui a été manifesté dans le passé, quoique nous ayons depuis 1995, c'est-à-dire maintenant 20 ans, n'est-ce pas, en Europe, sous l'impulsion de Jacques Delors et de Sa Majesté Hassan II, je m'en souviens très bien à l'époque, cette première réunion à Casablanca, montrer la volonté d'unir justement les deux rives de la Méditerranée. Donc nous avons besoin de cet engagement renouvelé, nous avons besoin d'agir aussi. Et d'agir de façon beaucoup plus déterminée, aussi beaucoup plus ambitieuse, me semble-t-il, en même temps que beaucoup plus pragmatique. Et nous devons agir vite, car je ne voudrais pas que le temps joue contre nous. Et contre la perspective de cet ensemble régional que nous devons construire ensemble. Quand je dis ensemble régional, pour moi, c'est cette grande région verticale, Europe, Méditerranée, Nord et Sud, et Afrique subsaharienne. Alors évidemment, nous ne sommes pas dans un contexte aujourd'hui qui, pour les opinions publiques, est très porteur pour comprendre ce type de grand dessein. Parce que l'enthousiasme initial des mouvements populaires arabes est retombé, parce que la multiplication des crises, évidemment, menace la stabilité du sud de la Méditerranée et de l'Afrique subsaharienne, parce que l'Europe elle-même subit une crise économique et une crise qui, hélas, prend quelquefois des aspects identitaires et qu'elle redoute la stagnation. Donc nous sommes dans notre grande région, évidemment, affrontés à beaucoup de problèmes et de défis à surmonter, mais je suis persuadée
que malgré ce contexte difficile, la vitalité des sociétés européennes et méditerranéennes reste extrêmement forte. Elle ne s'est d'ailleurs jamais démentie. Et ma conviction, c'est que la stabilité politique et le développement socio-économique auxquels aspirent nos sociétés de la grande région Europe-Méditerranée-Afrique dépendent de son intégration plus forte. J'espère que vous ferez également ce constat. Nous sommes quelques responsables politiques en France à le partager de plus en plus, à vouloir en particulier que la France européenne et le Maroc africain soient les deux clés d'une même porte qui donnent sur un avenir prospère et partagé. Et je suis intimement convaincue, après tant d'années passées à travailler sur les deux rives, que si nous le voulons, nous pouvons vraiment obtenir cette intégration de la grande région Europe, Méditerranée, Afrique. Alors, pourquoi? Parce que la Méditerranée est une interface naturelle entre l'Europe et l'Afrique. C'est une évidence, mais elle a souvent été oubliée par le passé. Les deux rives de la Méditerranée, j'en suis persuadée, ont leur destin lié par leur géographie d'abord, par leur démographie aussi, une complémentarité. L'Europe vieillit, les pays du Sud sont jeunes, plein de cette jeunesse qui a de l'énergie et qui veut trouver des emplois, sont liés par leurs intérêts énergétiques, autant que par leurs intérêts de sécurité qui les obligent, je crois, à travailler ensemble. D'ailleurs, si ça ne se faisait pas, on ne pourrait qu'assister au déclin de leur place dans le contexte de la mondialisation. Et je pense qu'il faut que nous prenions conscience de cette menace commune. Est-ce que notre grande région va exister vraiment dans le monde global par rapport à d'autres? Je pense que nos intérêts sont complémentaires, que notre destin est commun, mais que ce destin, il faut le construire, évidemment, et qu'il faut prendre la peine de l'expliquer à nos compatriotes avec pédagogie et sans craindre leur réaction. Certains responsables politiques en Europe anticipent ces réactions de l'opinion publique comme négatives, voire hostiles, mais je pense que c'est une erreur profonde et que nous avons à faire en sorte que la Méditerranée, comme le dit très bien Éric Orsena, ne soit guère plus large que le Rhin. Après tout, nous avons surmonté entre la France et l'Allemagne bien d'autres difficultés et bien plus graves il y a maintenant 60 ans. Ceci dit, nous aurons besoin d'une volonté politique forte et nous serons d'autant plus crédibles que nous assumerons publiquement devant l'opinion nos convictions méditerranéennes. Je pense que nous pouvons nous appuyer pour cela sur de nombreux acteurs, en particulier sur les milieux économiques et les chefs d'entreprise, mais pas seulement. Je crois beaucoup aussi au lien entre les milieux économiques et les milieux culturels, parce que je pense que l'évolution d'une société, l'évolution vers l'état de droit est aussi indispensable, évidemment, à la bonne marche des affaires et du monde économique. Alors, les manquements, ils ne sont pas dus seulement à la classe politique. J'ai voulu évidemment les citer en premier, parce que j'en fais partie. Il est également vrai que les diplomaties européennes ont souvent eu une vision à très court terme de leurs intérêts et n'ont pas porté suffisamment d'attention aux sociétés civiles. Je trouve que la méconnaissance de la réalité quotidienne des pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, qui a pu engendrer de la méfiance chez les habitants des pays du Nord, un phénomène de repli. Je crois qu'il faut vraiment que nous ayons la volonté commune de balayer tout ça. On a des crispations identitaires, aussi bien au nord qu'au sud. Ça nous conduit à une gestion sécuritaire des migrations, qui est une absurdité. Je crois que nous devrions favoriser la mobilité, et que cette approche économique et culturelle de la mobilité est évidemment celle qui doit désormais guider notre action. Alors il y a évidemment en ce sens le travail résolu de plusieurs organisations euroméditerranéennes que je veux citer, la Fondation Anna Lindh, présidée jusqu'à la fin de l'année par notre ami André Azoulay, et dont je vais avoir l'honneur de prendre la suite,
à partir du début du mois de janvier, qui travaille sur les relations culturelles et sur les liens entre les sociétés civiles. Et je suis convaincue, évidemment, que parmi ces liens, il n'y a pas seulement la culture, mais il y a aussi les liens économiques. Le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, qui fait un travail formidable avec Fatal Gilmassi à Barcelone. L'Institut de prospective du monde méditerranéen, dont le délégué général Jean-Louis Guigou est ici avec nous ce matin, et l'Institut européen de la Méditerranée qui est également présent. Je crois que la Méditerranée peut être économiquement une région beaucoup plus intégrée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, la construction euro-méditerranéenne, les différentes initiatives de collaboration ont eu, disons-le, des résultats contrastés. Propos diplomatiques, chacun mettra ce qu'il veut, mais chacun a ici une expérience bonne ou mauvaise. Elles n'ont pas toutes été bonnes. Moi, je regrette évidemment aussi l'insuffisante intégration du Maghreb, alors que nous savons pertinemment, l'Europe l'a démontré, que les coopérations concrètes concourent souvent au dépassement des oppositions les plus ancrées. Dans notre monde global, je crois vraiment que la Méditerranée est une interface stratégique entre l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, les deux continents, européen et africain, comptent 1,7 milliard d'habitants, 1,7 milliard d'habitants. D'ici à 1950, nous serons 2,5 milliards, un quart de la population mondiale. Si nous ne faisons rien de ce potentiel humain, c'est que vraiment nous aurons manqué notre mission sur Terre. Voilà, le quart de la population mondiale, qui est évidemment une formidable chance pour vous que nous sachions travailler ensemble et promouvoir cette intégration méditerranéenne et demain euro-africaine pour peser significativement sur la mondialisation, car je pense que c'est ensemble que nous pourrons relever ces défis qui nous sont communs, l'éducation, l'emploi des jeunes, la santé, on le voit avec Ebola. Permettez-moi une parenthèse quand même. C'est pas un hasard si ce fléau est devenu sans contrôle dans 3 pays. Pourquoi? Parce que dans ces pays, il n'y a pas de système sanitaire. Voilà. Un médecin pour 100 000 habitants au Libéria. Alors, il y a des choses quand même de base. Il faut construire, j'en parlais avec l'un de nos intervenants, naturellement. Il faut construire des routes, il faut arriver à gérer les déchets, il y a des infrastructures. Alors, au Maroc, on a fait tout ça, heureusement, mais je crois que nous devons aussi nous projeter vers l'Afrique subsaharienne. Alors, je crois que nous avons aussi d'autres défis. Le dérèglement climatique. Je voyais hier des images terribles, monsieur l'ambassadeur, sur les inondations au sud du Maroc, dans une région que je connais bien aussi, vers Ouarzazate, je crois, en particulier, mais au sud d'Agadir. Donc voilà, nous sommes tous affrontés à ces dérèglements, le vieillissement, les migrations, la criminalité transfrontalière, il faut que nous luttions évidemment ensemble, et bien entendu le terrorisme. Alors, voilà, je voulais vous dire cette conviction. Pour moi, la Méditerranée, c'est notre nouvelle frontière, non pas une frontière qui sépare, mais celle qui invite au dépassement, qui exige justement de la repousser sans cesse. Et je pense profondément que le couple franco-marocain peut être le catalyseur de cette volonté politique. Je pense que les Européens ne peuvent pas le faire seuls, les Maghrébins non plus, les Levantins pas davantage, et qu'il faut donc continuer à construire des ponts entre nous. Et parmi ces ponts, l'exceptionnelle relation franco-marocaine est un atout formidable. L'ambassadeur du Maroc, Chekil Ben Moussa, se souviendra évidemment de ce que les échanges partagés entre le président de la République et Sa Majesté le roi du Maroc lors de la visite officielle, la visite d'État de notre président au Maroc, et puis les récents propos tenus lors de la fête du trône chez vous-même, monsieur l'ambassadeur, par le Premier ministre Manuel Valls, qui l'a rappelé. Les liens qui unissent la France et le Maroc sont uniques au monde. Je dis bien uniques. Alors, cette vigueur est un facteur d'optimisme, bien entendu. Je pense que nous devons nous appuyer aussi sur l'importance de la francophonie. 850 millions de francophones, mais ce n'est pas gagné d'avance. Ça, c'est une perspective pour 2050. Il faut défendre, évidemment, le français.
Je vais au sommet de la francophonie à la fin de la semaine. Le président de la République y sera, bien entendu, avec des représentants de tous les pays d'Afrique. Je pense que c'est très important. Non seulement c'est un marché, bien entendu, mais en plus, évidemment, c'est un vivier de talents humains dont que nous devons davantage utiliser. Combien de Franco-Marocains travaillent déjà en Afrique? J'en sais rien, mais ils sont déjà évidemment très nombreux. Nous avons nos binationaux qui sont évidemment un trésor formidable, une diaspora partout, hein, marocaine en Afrique, marocaine en France, française au Maroc et en Afrique. Je crois que nous devrions évidemment les utiliser et naturellement je veux rendre hommage à nos entreprises françaises et marocaines qui sont présentes partout, depuis très longtemps au Maroc, hein, pour la plupart de nos entreprises, mais nos grandes entreprises y sont. Mais comme l'a souligné Chekib Ben Boussa il y a un instant, il faut évidemment attirer davantage les petites et moyennes entreprises. Voilà. Nous savons que la politique africaine est une longue tradition du royaume chérifien. La récente tournée régionale, qui a été triomphale, de Sa Majesté le roi du Maroc, témoigne évidemment de sa vigueur. Je crois pouvoir dire que le Maroc et la France sont parmi les seuls pays qui ont une approche multidimensionnelle du continent africain, que nous avons compris qu'il n'y aurait pas de développement économique et social sans sécurité et sans état de droit, et que l'inverse est vrai, pas de sécurité aussi sans développement économique et social et sans état de droit, que nous partageons la volonté de faire vivre le concept de colocalisation et de coproduction qui a fait ses preuves en Europe, puisque c'est l'Allemagne et la Mitteleuropa, mais pas seulement en Europe, puisque le Japon, avec les tigres asiatiques, a également œuvré de cette façon-là. Je crois que c'est notre tour de montrer et de souligner le rôle pionnier des chefs d'entreprise qui se sont engagés dans cette voie d'avenir. Je veux vous remercier tous qui êtes ici, les groupes français qui sont présents au Maroc, les entreprises marocaines qui sont représentées ici. Je pense que nous avons cette conviction commune face à une concurrence venue d'ailleurs qui est souvent prédatrice et qui n'a pas exactement les mêmes valeurs que celles que nous défendons. Je pense qu'il faut que nous fassions cette démonstration ensemble pour entraîner nos partenaires, nous en Europe, vous en Afrique, pour construire cette grande région verticale, Europe-Méditerranée-Afrique. Et je voudrais, pour terminer, citer un de mes jeunes collègues, Pouria Mirchahi, qui lançait récemment au sein de la Commission des Affaires étrangères un appel francophone de tous les pays, unissez-vous. Je crois que cette union des deux rives est absolument indispensable et j'espère que vous saurez lui donner par cette journée, par toutes les actions que vous entreprenez d'ailleurs depuis très longtemps, une impulsion nouvelle. Je regrette de ne pas pouvoir rester toute la journée avec vous et même d'être obligée de repartir assez vite ce matin. Mais d'abord, je sais que vous allez faire un travail conséquent, approfondi. Et puis ce soir à la maison, j'aurai sans doute un compte-rendu exhaustif de l'ensemble de la journée. Merci. Merci. Merci Elisabeth Guigou. Alors quelques chiffres, hein, 750 filiales d'entreprises françaises, entre 80 000 et 100 000 personnes employées. La France est le premier investisseur étranger, 14 milliards dans le royaume. Je ne vous ai pas présenté Jacques Prat tout à l'heure, et pourtant vous êtes un personnage clé de l'économie marocaine, puisque vous êtes le directeur général du groupe Renault au Maroc. Et on ne peut pas faire de table ronde sur les relations économiques et commerciales France-Maroc sans parler de l'histoire de Renault. Et je dirais même de la success story du secteur automobile, et c'est pas fini, ça va continuer. Renault au Maroc, c'est depuis quand? Depuis longtemps. Il y avait, on va dire, la vieille société qui était là depuis longtemps. Bien sûr, Renault Maroc, c'est quand même une longue vie ensemble, puisque le groupe est installé au niveau commercial depuis maintenant 1928. Hein, donc ça a été bien sûr pendant près de 80 ans, donc plus de 80 ans, donc un succès commercial, finalement une alliance commerciale. Et puis depuis finalement les années 2005-2010, une accélération finalement des relations avec donc l'installation finalement des aspects industriels, avec un premier acte important pour Renault qui a été finalement le rachat de l'usine de la Somoca, qui est une usine historique pour le Maroc, avec finalement la conjonction d'un côté d'une activité et puis d'un autre côté d'une voiture, Logan, qui est connue aujourd'hui et mondialement connue, qui fait que finalement aujourd'hui, en ayant pris finalement
la majorité dans cette usine. On a multiplié par 5 les volumes de cette usine depuis maintenant qu'on a pris l'ensemble des activités depuis 2005. Et puis vous avez bien sûr l'énorme projet de Tanger, hein, qui bien sûr installe pour de très longues années maintenant l'industrie automobile au Maroc. Alors je pense qu'on y reviendra un petit peu sur finalement qu'est-ce qui a fait qu'on s'est installé. Hein. C'était pour moi deux projets. Un projet donc d'un côté Renault qui avait besoin de capacité, d'un autre côté donc un pays, hein, qui avait donc besoin donc finalement de s'ouvrir au niveau industriel. Et puis je pense deux hommes, Votre Majesté Mohamed VI, hein, et finalement la rencontre avec Carlos Ghosn, qui a une volonté commune finalement d'aboutir sur ce pari, qui était un réel pari. Mais Jacques Pro, la question peut se poser, d'ailleurs les autres intervenants peuvent répondre aussi. Est-ce que on parlerait de succès du secteur économique au Maroc si l'implantation de Renault était restée dans la région de Casablanca? Est-ce que finalement, ce qui a créé, on va dire, ce très très bon fonctionnement, avec les sous-traitants qui arrivent, avec la deuxième usine, avec tout l'avenir que ça dessine, tout ça, est-ce que ça aurait été possible seulement dans la région de Casablanca? Non, je ne crois pas, mais quand j'ai parlé de Tanger, j'ai oublié de dire un acte très important pour le Maroc et pour Renault, c'est que si Renault s'est installé, c'est parce que le pays avait vu cette vision et a installé le port de Tanger-Med. Sans le port de Tanger-Med, je ne suis pas sûr que Renault se serait installé. Donc c'est la conjonction de ces deux projets, un vrai projet Renault, et puis pour des problèmes de capacité, et un vrai donc, projet du pays avec ce port de Tanger-Med, qui, on y reviendra tout à l'heure, est bien sûr très important par rapport à l'ouverture sur l'Afrique en particulier. Et par rapport à votre question, non, bien sûr, je crois que c'est ce projet-là qui installe finalement l'industrie automobile au Maroc et qui fait qu'aujourd'hui, avec le nouveau plan finalement d'accélération industrielle qui a été lancé par le ministre de l'Industrie l'année dernière, on va aller maintenant en profondeur pour pouvoir donc développer cette industrie. C'est pas à moi ici de citer d'autres fournisseurs, mais vous avez, parce qu'ils l'ont officialisé, vous avez Ford qui maintenant vient pour se sourcer au Maroc, vous avez aussi PSA qui vient se sourcer au Maroc. Donc on a installé avec nous donc des fournisseurs de rang 1 qui sont venus donc bien sûr nous accompagner, et c'est peut-être tout ça qui fait qu'aujourd'hui donc je dirais la mayonnaise est en train de prendre. Alors, moi je me souviens très bien quand Carlos Ghosn est venu pour présenter l'usine, il a parlé de colocalisation. On s'est dit à l'époque, Carlos Ghosn, on le connaît, il est habile, on lui parle de délocalisation en France, il vient au Maroc, il parle de colocalisation, bravo, quelle belle com'. Et puis, finalement, ce terme de colocalisation a fait son chemin. Mohamed El Kettani, vous êtes coprésident du Club des chefs d'entreprise France-Maroc. C'est quoi, et puis vous êtes banquier aussi, c'est quoi la colocalisation? Enfin, pour être pratique, dans la chaîne de valeur industrielle, quand on dissèque cette chaîne de valeur et qu'on étudie le niveau de productivité et de compétitivité, nous avons à travers un travail minutieux et pragmatique au sein du club des chefs d'entreprise, qui, entre parenthèses, est un club d'impulsion qui travaille sous l'égide du MEDEF international et de la CGEM et qui vise à promouvoir de manière significative les échanges et les investissements entre le Maroc et la France. Et cette fois-ci, non pas dans un seul sens nord-sud, mais aussi sud-nord. Et on a saisi cette occasion pour développer ce concept de colocalisation. Une soixantaine de chefs d'entreprise, dans 6 groupes de travail sectoriels, ont disséqué la chaîne de valeur de 6 secteurs d'activité. Et nous avons pu démontrer de manière objective et pragmatique que la France et le Maroc ont tout à gagner à développer des JV qui permettent justement de partager de la manière la plus minutieuse cette chaîne de valeur. Là où il y a des poches et des gisements de productivité, de compétitivité, il faut asseoir les capacités de production, soit en France, soit au Maroc. Mais il a été démontré qu'en alliant les deux plateformes, on enrichit la France en termes de stabilisation et même de création d'emplois, et ça a été démontré dans un certain nombre de secteurs d'activité, et permettre aussi de générer une valeur ajoutée, créer de l'emploi au Maroc, et partant offrir un produit qui vient au niveau d'un monde globalisé et fortement concurrentiel, offrir justement des produits de qualité à des prix très compétitifs. Vous, en ce qui concerne Attijari Wafa Bank, par exemple, vous avez l'impression, vous mettez en avant cette colocalisation? Oui, nous sommes vraiment
nous vivons, nous, une colocalisation sud-nord, puisque nous avons installé un petit réseau en Europe, dont le centre nerveux est en France. C'est 70 succursales dans 6 pays européens. Et je peux vous assurer que la France représente plus de la moitié. Sur les 7 dernières années, nous avons pu créer 250 emplois. Nous avons apporté de la valeur à une clientèle française qui s'intéresse au Maroc, mais aussi à partir du Maroc à l'Afrique subsaharienne. À l'immigration africaine, nous avons apporté de la valeur, voilà, dans notre secteur d'activité. Puis nous avons, partant des conclusions, des groupes de travail sectoriels où le public a été impliqué. Là aussi, on a eu une démarche novatrice. Ça, on n'est pas resté entre opérateurs privés seulement. Nous avons vendu un livrable au gouvernement du Royaume du Maroc et nous avons trouvé une écoute, puisque 6 départements ministériels se sont impliqués dans les groupes de travail. Chaque ministre avait un correspondant au sein du groupe de travail et on a donné un livrable qui permet au gouvernement du Royaume du Maroc d'intégrer un certain nombre de propositions pour améliorer la compétitivité au sein de certaines filières. Et nous avons entrepris des démarches auprès de l'Agence française de développement et surtout la Banque publique d'investissement. Parce que je sais que la Banque publique d'investissement en France a une politique territoriale extrêmement précise, notamment au niveau des PME. Et nous avons identifié 40 opérateurs marocains aujourd'hui, et nous avons livré ce travail à la BPI pour chercher des opportunités de JV en France et au Maroc dans 6 secteurs d'activité. Donc il y a une quarantaine de demandes express de la part d'investisseurs marocains qui souhaitent intégrer le capital de certaines PME dans certaines filières en France pour développer le business en France. Et notamment, c'est des PME qui sont en difficulté, qui ont des problèmes de trésorerie, de problèmes de pérennité. Et je crois une telle alliance permettrait de ressusciter ces PME et leur donner une ouverture internationale à partir de co-investissements entre le Maroc et la France pour aller ensemble conquérir d'autres territoires. On y reviendra tout à l'heure. Khalid Dahami, membre du conseil d'administration de la CGEM et président de la Fédération du commerce et des services. Vous, cette collaboration win-win entre les entreprises françaises et marocaines et les entreprises marocaines et les entreprises françaises, vous connaissez bien. Écoutez, dans votre secteur. Dans notre secteur, je ne dirais pas que c'est du classique, que c'est des relations qui sont historiques, qui sont établies entre l'entreprise marocaine et l'entreprise française. Je dirais même qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, cette relation ne se fait que se renforcer de plus en plus. Le Maroc aujourd'hui se positionne comme étant un hub en Afrique. C'est une opportunité extraordinaire pour les PME marocaines et aussi les PME françaises. Je pense qu'on aura plus de chances beaucoup plus de chances à ce qu'on y aille ensemble. On a beaucoup plus de choses à gagner ensemble. Que ce soit en termes de partage de compétences, de transfert de technologies, d'expérience. Aujourd'hui au Maroc, il y a plus de 750 entreprises françaises qui sont installées, dans 36 dans le CAC 40. Le reste, c'est des GE, mais la plupart, c'est des PME qui sont très très bien intégrées sur le marché marocain, que ce soit au niveau économique, au niveau social, et aussi à l'inverse ici. On ne le dit pas assez, mais il y a aussi, selon l'Office d'échange, en 2012, il y a presque 200 entreprises marocaines qui sont installées en France, qui ont investi rien qu'en 2011, par exemple, 2,7 milliards de dirhams, soit 2,5 milliards d'euros à peu près. C'est-à-dire que nous aussi, à partir du Maroc, nous faisons l'effort d'investir en France. Moi, je pense que ces relations doivent se renforcer. Sur le marché marocain, il y a tout un environnement qui est mis en place pour favoriser la PME. Il y a une charte de la PME qui existe, c'est notre SBA, et il y a une réforme de cette charte qui est en cours. Il y a des avantages qui sont accordés au niveau des marchés publics. Il y a 20%, selon le dernier décret, il y a 20% des parts des marchés publics qui sont réservées à la PME nationale. Qui dit PME nationale marocaine, c'est PME qui est installée au Maroc, non pas
que le dirigeant soit marocain, mais que la société porte la nationalité juridique marocaine. Il y a plusieurs programmes d'accompagnement comme Maroc Export, notamment sur l'Afrique, qui est un partenaire privilégié de UBI France. Il y a l'AMPM, l'Agence nationale de la PME, qui finance des programmes de mise à niveau, d'accompagnement, d'export, etc. Donc, moi, je pense que les relations doivent se renforcer entre les PME marocaines et les PME françaises. On doit encourager les banques comme Tijari, comme Bella, BMCE, etc. Et aussi le côté français. Même au niveau des fonds d'investissement, il faut encourager ce sort de rapprochement entre les PME marocaines et les PME françaises. On aura tout à y gagner. Alors, moi, je rencontre beaucoup de PME françaises qui viennent s'installer au Maroc, qui viennent découvrir le marché marocain. Il y a une remarque que je voulais faire, c'est avant, ces PME françaises, en période de crise, puisqu'on est en période de crise, elles avaient plutôt tendance à se boucher les yeux, se fermer les oreilles et puis attendre que ça passe. Maintenant, elles se tournent vers l'export. Elles se disent qu'il y a peut-être du business à faire sur des marchés qui sont proches. Bien sûr, c'est difficile d'attaquer la Chine, mais le Maroc, la culture est la même. On a l'impression que c'est très proche. Et de plus en plus de PME viennent donc sur le territoire marocain pour sentir le marché d'abord avant de s'installer. Et passage un peu obligé, cher Jean-Marie Grosbois, président de la CFCM, vous avez vu la transition un peu, elles viennent à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, parce que c'est vraiment l'endroit où on peut les informer sur tout le marché marocain. Oui, je dirais bien évidemment que ce n'est pas forcément un passage obligé, mais un passage conseillé. La Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc a fêté son centenaire l'année dernière à l'ambassade de France avec un certain nombre de personnes ici présentes. Et ça me fait plaisir de vous retrouver. Bien évidemment, un peu d'histoire, ce centenaire, de cette jeune centenaire, c'est également le résultat de l'histoire. Mais aujourd'hui, la Chambre française de commerce et d'industrie regroupe 4000 adhérents, dont les 750 entreprises françaises que vous avez citées. Et bien évidemment, les 3250 sont des entreprises marocaines. Nous avons aujourd'hui plus d'une centaine de possibilités d'offrir des services aux personnes qui viennent nous consulter. Et bien évidemment, ça commence par la prospection et ça peut finir par la constitution de cette entreprise. Une particularité de cette chambre française au Maroc, qui est la première chambre française à l'étranger, il faut le noter, plus d'une centaine de collaborateurs, un campus universitaire, nous sommes les seuls à l'étranger à avoir un campus, et d'autre part un développement de parcs industriels, puisque nous ouvrons bientôt le 3e et le 4e est en train d'être acquis au niveau du terrain. Donc c'est une grande expérience que nous mettons à la disposition des entreprises qui veulent s'installer et qui ont besoin de renseignements et d'éclairage sur le marché marocain. Alors là, on parle des relations économiques et commerciales entre la France et le Maroc. On a assisté cette année à un forum de partenariat France-Maroc avec beaucoup d'entreprises présentes. Il y avait beaucoup de rencontres B2B notamment, beaucoup d'acteurs économiques marocains qui sont venus, et français, qui sont venus pour assister à ce forum. Et il y aura un match retour. Oui, alors peut-être sur ce qui s'est passé le 20 et le 21 mai de 2014 à Casablanca. Bien évidemment, la CFCIM partage son expertise avec Maroc Export, avec un certain nombre d'autres intervenants, Proparco, l'AFD et tous ceux qui sont dans le système économique. Et bien évidemment, nous souhaitons organiser aux mêmes dates d'ailleurs, le 20 et le 21 mai de l'année prochaine, le match retour, ce que nous appelons le match retour à Paris, où nous attendons, nous l'espérons, comme ce qui s'est passé au Maroc, 1200 participants que nous avons eus lors de ces 2 journées à Casablanca. Alors messieurs, une question, parce que ceux qui sont dans la salle connaissent l'économie marocaine.
on pourrait parler des grandes visions, des grandes stratégies depuis les années 80. La question que je voudrais poser, parce que tout à l'heure, on a parlé des success stories de l'automobile, et ça continue. On aurait pu parler de l'aéronautique aussi. On parle de plus en plus d'écosystèmes industriels, et on ne parle plus seulement de ce qu'on appelait les métiers mondiaux, les métiers dont on favorisait, accompagnait le développement. Est-ce que le modèle économique ou le modèle industriel marocain a changé, et en quoi il a changé, Mohamed El Kettani? Effectivement, je crois qu'il y a une transformation profonde du modèle économique marocain, parce qu'il y a je dirais plus d'une décennie, le Maroc s'est remis en cause en matière d'adoption d'un modèle de développement socio-économique, parce que le Maroc a choisi l'économie de marché et il a choisi l'ouverture sur le marché international, en scellant des accords de zone de libre-échange, notamment les plus emblématiques avec l'Union européenne. Nous sommes dans un statut avancé avec les USA et un certain nombre de pays arabes, et il est en cours de faire aboutir un accord qui va être quand même extrêmement stratégique pour le pays, pour conforter son positionnement régional avec les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, l'UMOA, et les 6 pays de l'Afrique centrale, la CEMAC, pour compléter son dispositif. Donc, avec cette volonté, cette vision, il était nécessaire de changer de paradigme. Et je crois que les faiblesses qui ont été adressées il y a une quinzaine d'années, et parce qu'on avait beaucoup de déficits en matière d'infrastructures, sur le plan des procédures administratives, la bureaucratie, etc. Et il fallait doter le pays aussi de vision à très long terme, avec des plans de développement quantitatifs et qualitatifs pluriannuels et des rendez-vous annuels. Et je vous résume parce que c'est très long à expliciter. Les réformes institutionnelles qui ont été engagées, la résorption des déficits en termes d'infrastructures, parce que nous sommes opérateurs bancaires aujourd'hui au niveau de notre continent africain. Si toute l'aide de développement, notamment de la Banque mondiale, était destinée il y a une trentaine d'années, ne serait-ce qu'à doter les pays africains de capacités énergétiques, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas ça, le modèle marocain, est-ce que c'est pas ça? C'est finalement un investissement fort. C'est un investissement extrêmement fort qui prépare le territoire à accueillir des investissements sécurisés, récurrents et pérennes. Parce qu'il fallait quand même avoir une infrastructure de classe mondiale au niveau de la connectivité terrestre, portuaire, aéroportuaire, télécom, capacité énergétique pour satisfaire les besoins de développement du pays, accueillir des industries lourdes, etc. Mais on ne pouvait pas s'attaquer à tout. Il fallait identifier les avantages comparatifs où le Maroc peut présenter une offre compétitive au marché international. C'est la fameuse stratégie des métiers mondiaux. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si la région de Nouassar, à côté de l'aéroport Mohamed V, accueille plus de 100 signatures mondiales au niveau de l'aéronautique. J'étais avec le groupe Safran récemment. En termes de productivité, aujourd'hui, l'usine de Safran n'a pas à rougir de cette performance au niveau même de leurs installations asiatiques. J'étais en visite chez nos amis. Monsieur Pro m'a accueilli il y a quelques jours de cela à Tanger. On a scellé une convention de coopération globale et j'étais bluffé par les résultats qui ont été réalisés par l'usine de Renault en termes de productivité grâce à une académie. C'est un des problèmes du Maroc, la productivité, il faut le dire. Tout à fait. Il faut améliorer ça. Oui, mais il faut l'adresser, il est adressé. Et notamment les groupes de travail du Club des chefs d'entreprise. L'un des thèmes majeurs qui a été adressé, c'est les qualifications professionnelles et l'amélioration de la productivité. Et ce n'est pas un hasard si Renault a doté son usine d'une académie que j'ai visitée. Ils forment des techniciens, des Bac plus 2, des Bac plus 4, et qui, à travers une expérience sur le terrain, après cette formation didactique théorique, aujourd'hui, l'usine de Renault est en train de gagner du terrain en termes de productivité. Donc, ce modèle aujourd'hui s'impose au niveau de la région comme étant un modèle de développement cohérent et qui vise justement à passer à l'étape de l'émergence.
Avant de revenir sur Tanger et Renault, Jean-Marie Grosbois, on parlait d'infrastructure. Il faut parler de l'initiative de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc sur les parcs industriels. Oui, alors, une des problématiques, c'est évidemment le prix du foncier. Le foncier. Alors, le foncier industriel est également un problème, et donc la Chambre française de commerce et d'industrie a résolu le problème d'une façon très, très spécifique. La Chambre française achète les terrains et les loue aux industriels qui viennent s'installer sur nos parcs. Il est ainsi, la société qui investit va être ainsi libérée de ce problème de foncier et va pouvoir consacrer son investissement à autre chose, en particulier aux machines pour produire et aux bâtiments. Alors revenons à la success story de l'automobile. Je ne parle pas de success story de Renault, parce qu'on aimerait qu'il n'y ait pas que Renault, évidemment, au Maroc. Et parlons des sous-traitants, parce que tout à l'heure, je le disais avec Mohamed Ketani, il y a un problème de productivité, il faut améliorer ça. Il y a un problème de ce qu'on appelle l'intégration aussi, le taux d'intégration dans le nord, à côté de vos usines. C'est-à-dire qu'il faut encourager les sous-traitants à venir avec leurs propres sous-traitants aussi. Expliquez-nous ça. Je pense que ça a été évoqué. Monsieur le Président Ketani a largement bien parlé finalement de Renault et de la success story. Ce que je voudrais dire, c'est que si on a réussi cette success story, et je vais revenir sur votre question, c'est effectivement grâce à l'investissement qui a été fait donc, sur l'aspect formation, en collaboration avec le gouvernement, puisque c'est finalement le gouvernement qui a finalement investi donc, ce centre de formation, et nous, donc, on l'a exploité. C'est aussi, bien sûr, le fait qu'on soit venu avec des fournisseurs de rang 1. Et moi, j'ai d'autres expériences. On a deux expériences dans le groupe, qui était l'expérience de Nissan à Chennai, en Inde, qui a fait avec que des locaux, et c'était une grosse catastrophe en termes de qualité. Okay, je pense que le gros choc qu'a fait Renault, c'est qu'il est venu avec ses fournisseurs de rang 1. Pour autant, maintenant qu'ils sont installés, leur compétitivité va passer par une vraie assise au niveau des PME et des PMI. Et je pense que c'est le gros plan actuellement de l'accélération du plan industriel. On parle des écosystèmes. C'est ce qu'on est en train de travailler. Nous, on a mis une ressource à temps complet là-dessus pour aider donc le gouvernement, mais aussi nos fournisseurs à faire en sorte que maintenant, tous les besoins qu'ils ont, eux, finalement, ils les trouvent au niveau local. En particulier que ce soit de l'emboutissage, mais que ce soit simplement du fonctionnement pur et simple de tous les jours de leur usine. Aujourd'hui, ils sont obligés d'exporter beaucoup de choses, venant d'Europe en particulier, et donc leur compétitivité passera par justement donc l'assise de ces PMI et PME, donc sur l'ensemble que ce soit à Tanger, mais sur l'ensemble du Maroc. Avant de parler du hub africain, Elisabeth Guigou, vous êtes un peu notre grand témoin ce matin en tant que présidente de la Commission des Affaires étrangères. Et puis, c'est vrai que vous vous intéressez beaucoup à l'économie. L'économie fait partie de vos domaines d'activité. Quel regard vous portez sur ce dynamisme-là? Parce que, on l'a dit, il y a un tissu de PME françaises qui viennent au Maroc. Il y a des PME marocaines. Il n'y a pas que des groupes du CAC 40. Ça donne une impression d'énergie. Et non, moi, ce qui me frappe en écoutant nos intervenants, et notamment M. Ketani, c'est que moi, je crois que l'expérience marocaine peut être extrêmement utile, que ce soit celle de nos industriels ou celle que vous avez développée dans votre banque. Elle peut être très utile pour se projeter sur l'Afrique subsaharienne. Je crois que quand on parle sécurité des investissements, on sait ce qu'il y a derrière. Hein. Quand on parle déploiement des petites et moyennes entreprises et des sous-traitants, c'est la même chose. Alors, une chose me paraît particulièrement importante, c'est qu'on voit bien que vous avez souligné que le succès de Renault, c'est aussi son implantation à Tanger, c'est-à-dire d'aller dans une région, Sa Majesté a voulu le développement de l'ensemble des régions du Maroc, pensons à tout ce qui se fait dans le sud également. Moi, je crois qu'il faut aussi que du côté français, que les Marocains s'intéressent davantage aussi à ce qui se fait dans nos régions, parce que les PME, elles ont un ancrage d'abord local et régional. Et je crois que si nous arrivons, avec les efforts de la Chambre de commerce et d'industrie, si nous arrivons à justement faire se connaître davantage ces acteurs économiques, mais aussi politiques, culturels, locaux, entre les régions, les municipalités marocaines et françaises, je pense que nous aurons fait un travail très important. Justement, je crois que vous allez en Nord-Isère. Il faut aller profond, quoi. Voilà. Je crois que vous allez du côté de Grenoble ou du côté de Lyon. Voilà, c'est ça. Parlons d'Afrique maintenant. Khalid Dahami,
Pourquoi les Français choisiraient de s'allier avec des Marocains pour aller s'implanter sur un marché sénégalais? Mais quelle est cette idée? Écoutez, pour ceux qui n'ont pas d'expérience en Afrique, le Maroc peut être un bel exercice pour s'entraîner avant d'aller en Afrique. Écoutez, Mohamed Kettani tout à l'heure, il a parlé de tout l'environnement qui a précédé le relancement de la politique industrielle au Maroc. Il a oublié un secteur qui est très 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 important, c'est le secteur financier que lui il représente. Il y a le secteur banquier, le secteur des assurances, la bourse de Casablanca, il y a le projet de Casa Finance City, tout ça c'est des infrastructures financières de services qui sont très importantes. Via les groupes marocains, les groupes banquiers marocains comme Tijari Wafa Bank, BMCE, Banque Populaire. Le Maroc est présent dans plus d'une vingtaine de pays en Afrique. Nous avons pu mettre en place des ponts permanents entre le Maroc et l'Afrique via le Royal Air Maroc, via nos ambassades, via Maroc Export qui organise à longueur d'année ce qu'on appelle les caravanes de l'export, c'est-à-dire une tournée en permanence des entreprises marocaines en Afrique. Donc, moi, je pense qu'une PME française, pour aller en Afrique, si elle n'a pas d'expérience, je vais encore me répéter, à partir du Maroc peut être un bel exercice, je pense. La question que j'ai envie de vous poser, Mohamed Kettani, c'est est-ce que finalement le Maroc n'est pas... On parlait tout à l'heure, Chakib Ben Moussa parlait de la caravane de Sa Majesté, Maroc Export avec les caravanes qui ont été organisées en Afrique. Finalement, est-ce que le Maroc n'est pas plus politiquement correct que la France ou économiquement correct que la France en Afrique? Et c'est pour ça que les Français vont chercher à travailler avec les Marocains. Disons-le franchement. Non, franchement... Le Maroc, déjà, c'est un pays foncièrement africain, une très très forte proximité culturelle, je dirais même culturelle, avec l'espace de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et bien entendu les pays du Maghreb, et fort d'une vision de Sa Majesté qui a été très claire depuis les débuts de son règne, qui a fait de l'intégration sud-sud, mais sans occulter le développement de la coopération nord-sud-sud, son cheval de bataille. Et je crois fort de cette proximité. Sincèrement, nous avons une digne représentante de la Banque africaine de développement qui fait énormément de belles choses pour l'intégration régionale. Je crois que le Maroc s'inscrit vraiment et de la manière la plus sincère, la plus franche, dans une coopération d'égal à égal et gagnant-gagnant. Je parle de notre expérience, notre modeste expérience. Sur les 8 dernières années, nous avons acquis 13 banques dans 13 pays. Nous sommes très très bien accueillis. Pourquoi? Parce qu'on va avec un modèle qui donne la chance aux talents locaux. On n'est pas des donneurs de leçons. On a importé beaucoup de best practices de certaines filiales africaines vers le Maroc. Le Maroc n'est jamais le centre. Notre philosophie, c'est que le pays devient le centre de tous les autres pays. Quand on est au Sénégal, on est sénégalais. Quand on est en Tunisie, on est tunisien. Et quand on est au Cameroun, on est camerounais. C'est ça la philosophie. Et ça, c'est un modèle extrêmement gagnant. Je tiens quand même à dire une chose importante, c'est que les PME françaises, ils ont une chance terrible aujourd'hui pour s'internationaliser. Et ils ont une chambre qui est extrêmement performante. Ils ont un secteur bancaire solide et performant. Et je rappelle qu'il y a quand même 4 banques françaises qui ont des filiales marocaines, qui ont une tenue très respectable au niveau de leurs activités au Maroc. Il s'agit de BNP, de Société Générale, Crédit Agricole et du CIC Paris à travers son alliance avec BMCE. Vous les citez, vous êtes content, c'est bon. Voilà. Et ils ont 3 banques nationales marocaines, Banque Populaire, BMCE et nous-mêmes, Tijari Wafa Bank. Et tout ce dispositif, sincèrement, il est à leur disposition pour les accompagner, leur faciliter leurs tâches en termes de co-investissement. Mais ce que nous cherchons en Afrique aujourd'hui, et on le dit en toute transparence, c'est que nous souhaitons, au lieu de continuer à exporter de la matière première et à exporter nos jeunes talents, nous souhaitons qu'avec nos jeunes talents, on puisse conforter des alliances avec les pays amis comme la France pour créer de la valeur localement, assurer le développement, parce que c'est comme ça qu'on va conforter la sécurité
au niveau de notre région. Et c'est comme ça qu'on va combattre le chômage des dizaines de millions de jeunes diplômés qui viendront au niveau du continent africain. Donc s'ils ne trouvent pas d'emploi, vous imaginez ce qui va arriver dans les décennies à venir. Merci. On va respecter le timing de cette matinée. On va passer à des questions dans la salle, peut-être. Qui veut poser la première question? Levez la main. C'est plutôt un témoignage de ce qui vient d'être dit, parce que si je regarde les 4 filiales créées par Royal Maroc lorsqu'il a décidé d'externaliser ses activités, disons, connexes, je découvre que ce sont toutes ce qu'on peut appeler des colocalisations maroco-françaises. Alors, dans tous les cas de figure, nous sommes entre 50% et 60% du capital, mais ces 4 filiales sont dirigées par les entreprises françaises partenaires. On retrouve Atlas Server, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ATI pour la maintenance, et c'est un exemple qui est très bien ATI. D'abord, en ce qui concerne la productivité est moins de la moitié, enfin, le coût à l'heure de main-d'œuvre est moins de la moitié de celui qu'on enregistre en France. On est quand même au Maroc à 30 € par heure. 30 € par heure, ce n'est pas du travail d'enfant dans une usine à l'autre bout du monde. C'est très honorable comme coût de la main-d'œuvre. Et le fait d'avoir fait c'était dans le centre de maintenance Royal Maroc qui s'occupait de 40 avions, Boeing B737. Sans investissement majeur, on passe aujourd'hui à une capacité de 80 avions. Les 40 supplémentaires sont effectivement des Airbus d'Air France, mais on retrouve aussi des compagnies exotiques comme Air Vladivostok, n'est-ce pas, puis des compagnies plus proches, Africa, Air Arabia, Air Méditerranée, etc. Et du fait de ce partenariat, moi j'ai le plaisir d'annoncer qu'Air France Industrie vient de prendre, il y a quelques jours, par l'éducation, l'entretien de notre nouvelle flotte de 787 Dreamliner et des Embraer 190 que nous venons de... Donc, il y a effectivement création de la valeur au Maroc et il y a un retour de création d'heures de travail et d'emploi en France, en particulier par le fait que Air France va s'occuper de l'entretien de nos 787. Nous avons aussi un partenariat avec SNECMA, qui s'appelle SMES. C'était le banc d'essai moteur du Royal Maroc. 100% des moteurs traités étaient uniquement sur le Royal Maroc. Aujourd'hui, nous sommes à moins du quart du chiffre d'affaires de cette filiale qui atteint aujourd'hui 100 millions d'euros, n'est-ce pas? Et qui, elle aussi, eh bien, elle a des clients comme Air Madagascar, Air Arabia, ainsi de suite. La dernière née, et ça rejoint ce que disait Mme Guigou, c'est une PME régionale française, STTS, mais qui est quand même un leader dans son domaine, qui est la peinture des avions. Donc on avait aussi un atelier peinture, on s'en débarrasse. Non seulement le modernisme, on le remet aux normes les plus sévères de l'environnement, mais cette PME française va diversifier ses activités et passer à l'entretien intérieur des cabines et à l'entretien de ce qu'on appelle les IFE, c'est-à-dire tout ce qui est électronique embarqué, les écrans, tout ce qui est. Donc je voulais donner surtout ce témoignage, monsieur. Merci. Voilà, Driss Benima, que vous avez reconnu, président, directeur général de Royal Air Maroc, qui sera dans la prochaine table ronde. On pourrait continuer tout à l'heure. Encore une question, et ce sera la dernière. Bonjour madame, bonjour messieurs. Dans le cadre d'un développement économique, il y a 2 points qui sont essentiels. Vous en avez cité un, c'est-à-dire le circuit financier. Et vous avez parlé de l'intégration en fait du circuit financier marocain avec l'Afrique. Il y a un autre point qui est important et qui est très souvent mis sur le côté, c'est l'assurance. Il n'y a pas de développement économique sans assurance. Je sais que le groupe SAM, qui est dirigé par M. Moulafid El-Ami, est très présent en Afrique. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres groupes d'assurance marocains qui étaient également présents en Afrique. Qui peut répondre? Monsieur Ketedi? Oui, effectivement, il y a le groupe SAM qui a été proactif. Ils sont aujourd'hui présents dans une quinzaine de pays en matière d'assurance. Il y a un autre groupe qui a fait ses premiers pas il y a 2 ans en Tunisie. Et on vient d'avoir des agréments pour démarrer nos activités en Afrique de l'Ouest. Donc, notre filiale Wafa Assurance va démarrer l'année prochaine en Afrique de l'Ouest. Et nous préparons des demandes d'agrément
pour l'Afrique centrale. Il y a le groupe Financecom, RMA Al-Wataniya, qui contrôle la BMCE, la Banque marocaine du commerce extérieur, qui a entrepris aussi, qui a une présence déjà en Afrique, mais qui va développer, ils l'ont déclaré, je ne dévoile aucun secret, ils l'ont déclaré, le directeur général du groupe est déjà là pour le confirmer. Donc il y a cette volonté, effectivement, surtout qu'en dehors de l'Afrique du Sud, le secteur des assurances au Maroc est le premier secteur du continent africain, au même titre que le secteur bancaire marocain. Quand on occulte l'Afrique du Sud, aujourd'hui, c'est les actifs bancaires marocains, c'est les premiers actifs au niveau du continent africain. Voilà. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Prochaine table ronde dans un petit peu plus d'un quart d'heure, ce sera le Maroc comme hub pour l'Afrique.